métier m'a vite amené à m'intéresser en tout cas au développement psychomoteur de l'enfant. Donc moi je m'appelle Claire Serru-Dufour, donc je suis psychomotricienne et sophrologue. Effectivement mon métier m'a vite amené à m'intéresser en tout cas au développement psychomoteur de l'enfant. Et puis j'ai commencé aussi en étant animatrice de centre de loisirs et de séjours de vacances. Donc moi je suis psychomotricienne de formation et donc je travaille dans un cabinet que j'ai créé à Orvaux. Voilà, dans le quartier Ferrières. Donc j'accueille des enfants, pas que des enfants, des adolescents et aussi parfois des adultes. En séance souvent en individuel, mais on peut aussi accueillir des groupes et participer à des groupes, soit toute seule en tant que psychomotricienne, soit avec d'autres professionnels de santé. À des enfants, c'est aider à retrouver du plaisir à être en mouvement et à se sentir à l'aise pour rentrer en relation avec les autres et arriver à réaliser les tâches de la vie quotidienne le plus facilement possible et les tâches scolaires aussi. Alors le TDAH, c'est des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça signifie qu'un enfant qui va avoir un peu des difficultés à fixer son attention sur un temps précis ou sur une durée un petit peu plus longue, va avoir l'impression qu'il n'écoute pas quand on lui parle, qu'il regarde ailleurs ou qu'il est un petit peu rêveur ou dans la lune. Ça va être un peu un des signes qu'on va observer parfois dans un premier temps. Parfois c'est plutôt l'hyperactivité, donc une espèce d'agitation motrice des enfants qui ont du mal à rester en place, qui se lèvent un peu tout le temps en permanence et qui ont du mal vraiment dans la durée rester assis à certains temps. C'est des enfants qui vont aussi parfois avoir des gestes ou des mouvements qui sont un petit peu impulsifs, qui ont du mal à attendre, par exemple, quand des adultes discutent entre eux, ils vont être là à chercher l'attention. Et puis, on peut aussi retrouver une difficulté parfois à faire des tâches complexes ou ils vont avoir besoin qu'on leur donne, par exemple, une consigne l'une après l'autre, puisque si on leur demande de se brosser les dents, préparer leur cartable et prendre le petit déjeuner, ça va être trop d'un coup et il va falloir un petit peu séquencer certaines choses. Donc oui, le TDAH, ça peut se manifester aussi souvent les enfants qui n'arrivent pas à retrouver où ils ont mis dans leurs affaires, le manteau qui est placé à un endroit, à organiser aussi leurs affaires, soit à ranger aussi les choses toujours à la même place. Donc ça, c'est aussi une des manifestations qu'on peut retrouver chez des enfants qui ont un trouble de TDAH. Donc pour favoriser aussi l'inclusion des enfants dans un groupe ou en tout cas favoriser sa participation, assez facilement aménager en tout cas l'environnement quand c'est possible, que ce soit à la maison ou même parfois sur le lieu scolaire, pour répondre à des besoins, soit des besoins pour vraiment diminuer les informations sensorielles qui lui arrivent. Donc par exemple aménager un espace de répit, par exemple avec des tapis, on peut même aménager une petite tente pop-up avec du matériel un petit peu sensoriel à manipuler, des balles de massage. Là, j'ai des outils qui permettent de stimuler aussi au niveau visuel. Ça permet aussi d'amener un petit peu de l'apaisement. Ça peut être, j'ai peut-être déjà dit, un poste de musique avec de la musique un petit peu tranquille, qui permet en fait d'être moins impacté par, ce que je disais, les bruits et permettre à l'enfant de s'isoler un petit peu au niveau sensoriel pour faire redescendre par l'émotion, les sensations qui sont trop fortes. Par ailleurs, on peut aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aménager des espaces ou permettre de mouvement, de décharge sur le plan moteur, pour justement, parce que c'est des enfants qui ont besoin de bouger. Comme à l'école, ils ont besoin de rester assis toute la journée longtemps, c'est un peu compliqué. Le temps de récré et les temps libres où ils peuvent se mettre en mouvement sont importants, donc on peut aménager aussi des espaces où ils peuvent courir, mais des espaces aussi ils peuvent sauter. On peut aménager aussi un autre espace avec des tapis, des ballons sur lesquels ils peuvent rouler, des ballons sauteurs. Voilà, sans aller jusqu'à mettre en place des parcours moteurs, c'est important
important aussi de répondre à ces besoins-là de mouvement. Et si sur une chaise, un enfant arrive à du mal à tenir en place, on peut utiliser aussi du matériel un peu sensoriel, comme c'est de plus en plus connu, des galettes des galettes d'assises proprioceptives qu'on peut mettre qu'on peut mettre comme ça sur les chaises, qui permet à l'enfant aussi, en s'asseyant, d'être en mouvement, sans forcément être obligé toujours de se lever. Ça lui permet, le fait qu'il puisse bouger, il peut participer à un jeu de société. Il n'aura pas besoin de se lever, sortir du jeu à chaque fois en permanence. Il pourra bouger sur sa chaise. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut mettre en place. Voilà, quand on observe un petit peu des signes qui font penser à de difficultés, d'attention, de concentration ou bien d'agitation pour aborder ce sujet avec les parents, je pense que ce qui est important, c'est de rester dans une observation de comment ça se passe pour l'enfant, comment ça se manifeste. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que dans certains contextes, par exemple, dès qu'il y a beaucoup d'enfants dans la cour, il est tout le temps agité. En classe, il a du mal à rester assis longtemps. Voilà, l'idée, c'est d'amener des observations très concrètes, en fait, de comment ça se passe pour l'enfant, sans émettre de jugement, le moins possible, en tout cas, de jugement ou d'interprétation sur ce qu'il fait. Par exemple, il ne m'écoute jamais, ou il fait vraiment exprès, il fait vraiment ça pour, voilà, quand il cherche ses affaires tout le temps, il fait vraiment ça pour m'embêter. C'est pas ce qui est intéressant de faire, mais plutôt de dire, bah là, il a du mal à être en même temps avec les autres au même moment pour lire une histoire, par exemple, ou effectivement, il ne sait jamais où il range ses affaires. Voilà, moi je dirais que de rester dans des observations vraiment factuelles. Et puis je pense que effectivement on est vite aussi pris en tant que parent à juger son enfant par rapport à ses comportements, c'est-à-dire il est colérique ou il est insolent parce qu'il sait pas attendre, alors que finalement oui, effectivement il peut faire des crises de colère plus importantes que d'autres enfants. Il peut aussi parfois donner l'impression de pas être respectueux parce qu'il va rentrer comme ça en contact avec les autres enfants ou les adultes. On disait effectivement c'est un enfant qui parfois apparaît sans filtre et donc du coup qui va rentrer en communication pas de manière adaptée. Je pense que c'est bien de le constater comme ça. C'est pas adapté. Sa façon de faire avec les autres n'est pas adaptée. Donc d'utiliser vraiment des vocabulaires qui n'est pas ni dans le jugement de valeur, ni dans rechercher une faute ou la cause de ça. Des fois on n'a pas la cause. Il peut y avoir des facteurs héréditaires, ça on est en train de l'observer voilà, sur le plan scientifique, mais il n'y a pas de cause extérieure, de jugement de valeur apportée, observer ce qui fonctionne pas pour l'enfant, d'essayer de trouver des moyens pour ajuster l'environnement pour qu'il puisse, lui, petit à petit, apprendre à rentrer plus facilement en communication avec les autres. Et puis, ce qui est important, moi, je pense, c'est aussi de valoriser tout ce que ces enfants vont vraiment être en capacité de faire, parce que c'est souvent des enfants très intelligents, c'est souvent des enfants très fins qui sont très à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, parfois trop, qui fait que c'est ça qui génère aussi parfois cette hyper activité et cette hyper sensibilité. C'est vrai que souvent, c'est des enfants qui vont avoir des manifestations émotionnelles très très fortes, des états de crise parfois difficiles à contrôler et à gérer. Le possible, c'est, comme je disais, par l'environnement, on va essayer de diminuer la survenue maximum de la crise, mais quand elle survient, ce qui est important, c'est d'essayer de pas surréagir, de pas être dans vouloir arrêter absolument de manière un petit peu forte ou autoritaire la crise, mais de pouvoir isoler l'enfant, enfin en tout cas trouver un moyen pour que ce qu'il traverse sur le plan émotionnel puisse être traversé, mais le mettre lui en sécurité et mettre en sécurité les autres. Parce qu'en fait, ce qui est risqué dans un moment où un enfant est en crise, c'est qu'il peut soit faire mal aux autres ou soit se faire mal lui-même. Donc l'idée, c'est vraiment d'isoler l'enfant, de pas vouloir gérer ou régler le pourquoi il est en crise sur le moment, parce que en général, quand on est soi-même dans une manifestation émotionnelle forte, on ne sait pas pourquoi, donc de laisser en fait l'émotion, les émotions et les moments de crise, c'est comme une grande vague qui monte, donc de laisser la vague redescendre au maximum. Donc s'il y a besoin aussi parfois peut-être de contenir un petit peu ou de mettre dans une pièce un petit peu isolée. De l'adulte, essayer de monter aussi le moins possible. Donc c'est tout à fait naturel parfois quand un enfant se met en colère. Je pense aussi aux parents naturellement, à la maison, un enfant qui refuse, qui est en opposition, qui se met en colère,
colère. Pour le parent, c'est souvent difficile de garder son calme, qui est naturel, hein, puisque un enfant qui manifeste une émotion, ça renvoie, c'est physiologique, ça renvoie la même chose chez le parent. L'idée, c'est d'avoir conscience de ça et de pouvoir aussi, en tant que parent, parfois passer le relais si on n'arrive pas à gérer le moment ou si c'est trop compliqué, pour s'apaiser, pour pouvoir ensuite revenir dans un deuxième temps, hein, ça peut être quelques heures après ou le lendemain ou le surlendemain, ça dépend de l'âge de l'enfant. Revenir un peu sur ce qui s'est passé, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce débordement-là émotionnel, mais c'est vrai que une gestion de crise, c'est à la fois la gestion de l'enfant qui est en crise, mais aussi c'est la gestion de ses propres émotions en tant qu'adulte, pour pouvoir soit reconnaître qu'on est suffisamment posé pour pouvoir gérer la situation, ou passer le relais aussi à un autre adulte qui va pouvoir, qui n'était pas là à ce moment-là, dans lequel il n'y avait pas cet enjeu peut-être conflit ou relationnel, passer le relais à un autre adulte qui va pouvoir prendre en charge l'enfant à ce moment-là quand ça déborde.